La lourde porte en chêne du bureau du dernier étage étouffait les sons venus de l'intérieur, mais pas complètement. Un claquement sec, suivi d'un cri étouffé de femme, fit s'immobiliser net Étienne Carter son chariot de nettoyage figé dans le couloir de la tour Ellison à la Défense. Il resta parfaitement immobile, chaque muscle tendu, le regard fixé sur la porte. Il n'était qu'un agent d'entretien, un fantôme payé pour effacer les traces des puissants. Mais l'homme qu'il avait été autrefois hurlait en lui. Avant qu'il ait le temps de décider quoi faire, la porte s'ouvrit, juste assez pour laisser passer un petit corps. Une fillette pas plus de 7 ans trébucha dans le couloir, la poitrine secouée de sanglots silencieux. Elle le vit, silhouette sombre, tenant un balai, et se mit à courir vers lui. Elle ne cria pas, sa peur était trop profonde pour cela. Elle agrippa le tissu de son pantalon de travail, de ses 2 petites mains tremblantes, leva vers lui ses yeux pleins de détresse, et prononça les mots qui allaient bouleverser à jamais sa vie tranquille. « Ils ont frappé ma maman. Elle va mourir. » Les mots frappèrent Étienne comme une onde de choc, pulvérisant la discipline silencieuse de ses 5 années d'invisibilité. En un instant, le simple technicien de surface disparut. Le ranger reprit vie. « Reste derrière moi », dit-il d'une voix basse, calme et vibrante, qui trancha net la peur de l'enfant. Il n'attendit pas de réponse, la guida derrière le grand chariot de nettoyage industriel et poussa la porte du bureau d'un coup. La scène à l'intérieur était une collision entre luxe et brutalité. Dans un vaste espace vitré, surplombant la skyline parisienne, 4 hommes en costume sombre acculaient une femme. Olivia Ellison. Étienne la reconnut aussitôt, la directrice générale dont le portrait trônait dans le hall. Elle tenait à peine debout. Une entaille profonde saignait au-dessus de son œil et sa lèvre était fendue. Elle se battait avec la fureur d'une lionne acculée, ses gestes vifs et pleins de défis, mais l'épuisement la gagnait, et ses agresseurs professionnels et méthodiques resserrèrent le cercle. L'un d'eux tenait un mince cordon noir. Étienne bougea sans un bruit. Le premier homme, celui près de la porte, ne le vit jamais venir. Sa main jaillit, saisit le poignet de l'assaillant et le tordit d'une façon qu'aucune articulation humaine n'aurait dû supporter. Un craquement sec résonna dans la pièce. Le bras venait de se briser. Utilisant l'élan de sa victime, Étienne le fit pivoter, s'en servit comme bouclier humain, puis le projeta tête la première contre le mur. Il s'effondra inerte sur la moquette épaisse et hors de prix. Les 3 autres se retournèrent stupéfaits. Un agent d'entretien. Leur hésitation fut tout ce qu'il lui fallut. Il se rua en avant, une ombre foudroyante. Le second homme lança un coup de poing maladroit mais puissant. Étienne l'esquiva d'un pas, abattit la main sur sa clavicule. Un craquement écœurant suivit l'homme s'effondra en hurlant. Le troisième se montra plus prudent, tirant de sa veste une petite matraque plombée, mais trop lentement. Étienne réduisit la distance, faucha ses jambes d'un mouvement fluide, et dans sa chute, lui asséna un coup précis sur le côté du cou. Ses yeux se révulsèrent avant même qu'il ne touche le sol. Le dernier manifestement, le chef recula partagé entre la rage et l'incrédulité. Il porta la main à l'intérieur de sa veste, mais Étienne fut plus rapide. Il saisit son bras, empêcha le geste, puis envoya sa paume frapper violemment sous le nez de l'homme. Un craquement de cartilage, un gémissement étouffé. Le chef chancela les yeux larmoyants. Étienne enchaîna, crocheta sa jambe derrière la sienne et le fit basculer en arrière par-dessus un canapé bas en cuir. Sa tête heurta le sol de marbre dans un bruit sourd et définitif. Le silence retomba seulement brisé par la respiration haletante d'Olivia Ellison. Elle le fixa stupéfaite avant que ses genoux ne cèdent. Étienne la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Son entraînement reprit instinctivement du combat à la médecine d'urgence. Le passage fut fluide.
Il la souleva et la déposa délicatement sur le canapé. Le secouriste militaire reprenait le dessus ses gestes sûrs et mesurés. « Ma fille, » murmura Olivia d'une voix brisée. « Elle est en sécurité, » répondit Étienne d'un ton à la fois rassurant et ferme. Ses doigts cherchèrent le pouls dans son cou, trop rapide, trop faible. Il lui redressa doucement la tête pour dégager les voies respiratoires. Ses pupilles étaient inégales, signe évident d'une commotion. Il palpa son crâne, cherchant d'éventuelles fractures, ses gestes précis, mais étonnamment doux. Il aperçut les hématomes profonds sur ses côtes. Les coups avaient été méthodiques. « Dites-moi votre nom. »« Olivia Ellison » souffla-t-elle. « Bien, Olivia. Vous souffrez d'un traumatisme crânien sérieux. Je dois vous sortir d'ici. » En un regard, il comprit ce n'était ni un cambriolage ni un hasard. C'était une attaque ciblée, exécutée par des professionnels. Prévenir la sécurité de l'immeuble, où composait le 17, aurait été un pari perdu. Ceux qui avaient envoyé ces hommes avaient des yeux et des oreilles partout. Ils s'attendraient à une réaction officielle. Pas à ce qu'un simple agent d'entretien fasse disparaître leur victime par la porte de service. Il retourna à l'entrée du bureau. Harper la fillette dépassait timidement la tête du chariot, le visage strié de larmes. Il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « C'est fini, » dit-il d'une voix douce. « Ces hommes ne peuvent d'un plus faire de mal à ta maman. Mais il faut être très silencieuse, d'accord? On va jouer à un jeu, le jeu du silence. Tu peux faire ça pour moi. » Harper hocha la tête, ses yeux accrochés aux siens, une fragile confiance commençant à naître au fond de son regard. « Bonne fille, » dit Étienne en revenant vers Olivia, qui luttait pour rester consciente. « Je vais vous sortir d'ici, » ajouta-t-il d'une voix basse mais ferme. « C'est la seule solution. »« Où ?» murmura-t-elle, sa conscience vacillant. « Quelque part en sécurité. » Il glissa ses bras sous elle, l'un sous ses genoux, l'autre soutenant son dos. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'il la souleva, un léger gémissement de douleur s'échappa de ses lèvres, mais elle ne protesta pas. Il jeta un dernier regard au bureau somptueux, les 4 hommes inconscients, gisant parmi les symboles d'un pouvoir et d'une richesse démesurée. 5 années passées à fuir la violence, à bâtir une vie tranquille pour sa propre fille, et tout venait de s'effondrer en 5 minutes. Il marcha vers la porte. Olivia solidement tenue dans ses bras. Harper suivant de près, sa petite main serrant le tissu gris du pantalon de travail de son père de fortune. Sa connaissance du bâtiment n'était pas celle des salles de conseil ou des bilans financiers, mais celle des ascenseurs de service, des cages d'escalier oubliées et des couloirs labyrinthiques du sous-sol. Son passé lui avait appris à combattre et à soigner. Son présent allait lui offrir un moyen de les sauver. Il les conduirait au seul endroit qu'il savait sûr. Il les ramènerait chez lui. L'ascenseur de service grinça dans le puits de béton, son lent mouvement en contraste absolu avec le battement frénétique du cœur d'Étienne. Il tenait Olivia fermement sa tête, reposant contre son épaule, sa respiration faible mais régulière. À côté de lui, Harper serrait toujours le tissu gris de son pantalon, les jointures blanches, les yeux écarquillés scrutant les parois métalliques, nues de l'ascenseur, découvrant un monde caché sous celui qu'elle connaissait. « Tout va bien », murmura Étienne, d'une voix si douce qu'elle semblait à peine troubler le silence. « C'est mon passage secret. Peu de gens le connaissent. » Harper leva vers lui un regard où la peur commençait à se dissiper, remplacée par un éclat d'admiration. Elle hocha la tête, acceptant ses paroles avec la confiance simple d'un enfant. L'ascenseur s'immobilisa dans un frémissement. L'air du sous-sol était frais chargé d'une odeur de béton humide et d'huile de moteur. Étienne réajusta le poids d'Olivia dans ses bras, tendant l'oreille.
Il percevait au loin le ronronnement des générateurs principaux et le cliquetis régulier d'un tuyau quelque part dans le labyrinthe. Aucun pas, aucune voix. Ils étaient des seuls. Il se mit en marche déterminée, suivant un chemin qu'il avait parcouru 1000 fois, avec une serpillière et un seau. Sa carte de service lui permit de franchir plusieurs portes métalliques, verrouillées chacune, les éloignant un peu plus du hall luxueux et les rapprochant de la sortie par les quais de livraison. Ils s'arrêtèrent une fois se plaquant dans une alcôve sombre, alors que le grésillement d'une radio de sécurité résonnait au croisement d'un couloir. Étienne retint son souffle, abritant les 2 fils derrière lui, jusqu'à ce que les pas s'éloignent. Il sentit Harper trembler contre sa jambe et posa une main apaisante sur sa tête. Enfin, une lourde porte d'acier les mena à l'air libre. La nuit parisienne les accueillit froides et éclairées par les lampadaires. La lumière soudaine paraissait crue, presque accusatrice. Au fond du parking, réservé au personnel, son vieux fourgon, un Renault Kangoo cabossé, mais fiable, les attendait. Véhicule banal, parfait, camouflage. Étienne installa doucement Olivia sur le siège passager, bouclant sa ceinture avec précaution, puis hissa Harper, les yeux grands ouverts sur la banquette à côté d'elle. Le trajet depuis les tours étincelantes de la Défense jusqu'à Montreuil, son quartier ouvrier fut comme traverser 2 mondes. Les façades vitrées du pouvoir cédèrent la place aux immeubles de briques et aux devantures des épiceries encore ouvertes. Olivia, inconsciente, ne sentit rien de cette transition entre sa vie et celle d'Étienne. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un petit immeuble sans ascenseur. Le couloir étroit sentait le plat du soir de ses voisins. Il soutenait Olivia d'un bras tout en cherchant ses clés Harper, serrées contre lui, et le poids du monde sur ses épaules. Lorsqu'il ouvrit la porte, la chaleur familière du foyer les enveloppa. Le salon était modeste, mais soigné, dominé par une grande étagère débordant de livres et un vieux fauteuil confortable. La télévision diffusait un dessin animé à bas volume. Sur le tapis, sa fille de 9 ans, Alice, montrait un livre d'images à Madame Gabelle, leur voisine âgée au cœur tendre. Les 2 levèrent la tête à son entrée. Le sourire bienveillant de Madame Gabelle s'effaça, remplacé par un cri étouffé de surprise. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent devant la femme inconsciente dans les bras de son père, et la fillette effrayée, cachée derrière lui. « Étienne, mon Dieu, que s'est-il passé ?» s'exclama la vieille dame en se levant. « Un accident au travail », répondit-il calmement, sans rien laisser paraître de l'adrénaline encore bouillante dans ses veines. Il traversa la pièce et porta Olivia dans sa propre chambre. Elle est tombée. Elle a besoin de soins. Il la déposa sur le lit, la couverture simple contrastant violemment avec la soie coûteuse de son chemisier. Alice s'approcha timidement du couloir, partagé entre peur et curiosité. « Papa, elle va bien ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Étienne revint vers elle, s'agenouilla et posa les mains sur ses épaules. « Elle est blessée, ma chérie, mais elle va s'en sortir. J'ai besoin que tu sois grande pour moi, d'accord ?» Alice hocha gravement la tête. « Voici Harper, » dit-il, en poussant doucement la petite fille en avant. « Elle a très peur. Je veux que tu l'aides, d'accord ?» Le regard d'Alice s'adoucit en voyant l'autre fillette. Elle lui adressa un petit sourire timide et tendit la main. « Salut Harper, tu veux voir mes dessins? »« Salut Harper, je m'appelle Alice, tu veux voir mes dessins? » Harper hésita un instant, puis lâcha le pantalon d'Étienne et saisit la main tendue d'Alice. Étienne se tourna vers Madame Gabelle, tirant son portefeuille de la poche arrière de son jean. « Merci d'être restée si tard, Martha. Désolé de vous faire partir si vite. » Il glissa dans sa main le double de son paiement habituel. « Mais, Étienne, ne faudrait-il pas appeler une ambulance ?» murmura-t-elle, les yeux pleins d'inquiétude. « Non, » répondit-il d'un ton ferme.
Je l'ai déjà examiné. J'ai un peu de formation. L'hôpital est la dernière chose dont elle a besoin pour l'instant. S'il vous plaît, Martha, laissez-moi gérer. Je vous demande seulement de rentrer chez vous et de ne parler de cela à personne. C'est très important. Madame Gabelle regarda le visage d'Étienne, calme et déterminé, puis les deux fillettes assises côte à côte sur le tapis. Elle le connaissait depuis qu'Alice était un bébé. Elle lui faisait confiance. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, mon cher. Si vous en êtes sûr, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. » Quand elle fut partie, Étienne verrouilla la porte, fit glisser le pêne et la chaîne de sûreté. Le cliquetis résonna dans le silence de l'appartement. Il alla chercher au fond de son armoire une grande trousse médicale professionnelle, vestige de son ancienne vie, puis revint dans la chambre. Sous la lueur douce d'une lampe de chevet, il nettoya et banda la coupure sur le front d'Olivia. Il vérifia ses côtes, soulagé de constater qu'elle n'était que meurtrie. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la commotion. Il surveillait sa respiration, son pouls totalement concentré. Tellement absorbé qu'il ne remarqua pas d'abord le léger battement des paupières d'Olivia. Sa vision était floue, oscillant entre clarté et brouillard. Elle distingua le plafond inconnu, la lumière jaune tamisée, puis la silhouette d'un homme, penché sur elle, dont le geste étonnamment doux posait un pansement sur sa tête. Une panique glaciale s'empara d'elle. Elle voulut se redresser, un cri étranglé lui échappa. Étienne leva aussitôt les mains ouvertes apaisantes. « Doucement, vous êtes en sécurité. Ne bougez pas. » Ses yeux encore flous tentèrent de le situer. La chemise à carreaux bon marché, les traits marqués de son visage, cette autorité tranquille dans la voix. Ce n'était pas un médecin, ce n'était pas un hôpital. Le dernier souvenir qui lui revint fut la douleur les visages des hommes, le rictus cruel de l'un d'eux. « Où suis-je » demanda-t-elle dans un souffle rauque. « Qui êtes-vous » La voix d'Étienne, calme et posée, trancha dans le brouillard de panique. « Doucement. Vous êtes en sécurité. Allongez-vous, ne bougez pas. » Ses yeux cherchant à se fixer, parcoururent la pièce simple presque austère. Une commode en bois, usée, une photo encadrée d'une femme souriante, tenant une petite fille des rideaux bleus un peu passés. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas chez elle. La peur revint aiguë et étouffante. « Qui êtes-vous » répéta-t-elle la voix cassée. Elle tenta de se redresser, mais une violente douleur lui traversa les côtes et la fit retomber. « Je m'appelle Étienne Carter », dit-il en posant une main ferme mais douce sur son épaule. « Je travaille dans votre immeuble à la maintenance. C'est votre fille? C'est elle qui est venue me chercher. » Les mots flottèrent dans l'air absurde. Sa fille, Harper, le souvenir jaillit brutalement le bureau, les hommes leurs yeux froids, la douleur tranchante, le cri de Harper. « Harper » haleta-t-elle le cœur serré. « Où est ma fille? Est-ce qu'elle va bien? »« Elle est là, elle va bien » assura Étienne d'une voix calme. Il tourna la tête. « Alice, tu peux amener Harper ici, 1 minute. » Quelques secondes plus tard, 2 petites silhouettes apparurent dans l'embrasure de la porte. Alice, avec les mêmes yeux sérieux que son père, se tenait légèrement en avant tenant la main de Harper. La petite perdue dans le couloir inconnu semblait minuscule, mais indemne. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère éveillée. « Maman » s'écria-t-elle en courant vers le lit. « Oh mon bébé » souffla Olivia, les larmes brouillant sa vue déjà vacillante. Elle tendit la main tremblante pour écarter les mèches de cheveux du front de sa fille. La voir vivante intacte, c'était tout ce qui comptait. Cette vision devint son ancre au milieu du chaos. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait croire en sa sécurité. Son regard glissa du visage de Harper à l'homme debout près du lit.
Étienne Carter, l'agent d'entretien. Elle l'avait déjà aperçu, silhouette discrète dans les couloirs tard le soir, un homme en uniforme gris qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué. Maintenant, le souvenir de ce même homme se dressant dans son bureau, force silencieuse et implacable, se heurtait à l'image du père tranquille dans ce modeste appartement. « Vous nous avez sauvés », dit-elle, la réalisation l'envahissant. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait », répondit-il, simplement le regard posé, mais sincère. « Non », souffla-t-elle, reprenant un peu de force. « Non, les gens ne font pas ça. » Elle baissa les yeux vers ses mains bandées, sentant la douleur sourde se propager. « Pourquoi n'avoir pas appelé la police ?»« Une ambulance. » « Parce que les hommes qui vous ont attaqué ne sont pas des voyous ordinaires, » dit Étienne d'une voix basse pour que les enfants n'entendent pas. « Ce sont des professionnels. Des gens comme eux ne travaillent pas pour quelqu'un incapable de contrôler les conséquences. Appeler le 17, ce serait allumer un phare. Ils sauraient immédiatement où vous êtes. De cette façon, vous avez simplement disparu. » La logique froide et implacable de ses paroles s'imposa à elle. Il avait raison. Ceux qui avaient ordonné l'attaque surveillaient sûrement les canaux officiels, attendaient un appel paniqué, un rapport de police, une admission à l'hôpital. Ils ne s'attendraient pas à ce qu'elle s'évapore dans la nuit, avec le concierge. La pensée fut à la fois terrifiante et brillante. Pour la première fois depuis son réveil, Olivia observa véritablement son environnement. Elle vit les meubles simples mais propres, les livres empilés avec soin, et cette odeur discrète de javel mêlée à la cannelle qui flottait dans l'air. Elle remarqua la manière dont la petite Alice, la fille d'Étienne, était assise par terre avec Harper, lui montrant une poupée avec une douceur et une patience silencieuses. C'était un foyer, un refuge. « Il faut que je passe un appel », dit Olivia, le ton autoritaire de la PDG reprenant le dessus. « Mon chef de la sécurité, mon avocat. »« Votre téléphone a été détruit pendant l'attaque », répondit Étienne doucement. « Et même s'il ne l'avait pas été, l'utiliser serait la première chose qu'il surveillerait. Vous devez partir du principe qu'ils peuvent accéder à vos appels, votre géolocalisation, tout. Pour l'instant, vous êtes un fantôme. C'est la seule chose qui vous garde vous et votre fille en vie. » Le sentiment d'impuissance absolue lui était étranger et elle le détestait. Toute sa vie, elle avait bâti son pouvoir sur le contrôle. Les moyens, les ressources, la capacité de résoudre n'importe quel problème. À présent, elle n'avait plus rien. Elle était blessée, prisonnière, dans l'appartement d'un inconnu. Sa vie et celle de son enfant dépendit d'un homme qu'elle aurait ignoré la veille encore. Il sembla lire le tumulte sur son visage. Il quitta la pièce et revint quelques secondes plus tard avec un verre d'eau et 2 comprimés. « Pour la douleur, » dit-il en les posant sur la table de chevet. « Vous avez une sévère commotion et les côtes très contusionnées. Il faut vous reposer. » Entendre son prénom prononcé ainsi, Olivia lui parut étrangement intime. Pourtant, le ton d'Étienne n'avait rien de déplacé, seulement professionnel. Un soignant auprès d'une patiente. Elle observa ses mains tandis qu'il ajustait l'oreiller derrière son dos, forte, calleuse mais précise et sûre. Il émanait de lui une confiance tranquille, une maîtrise rare qu'elle n'avait vue que chez les hommes les plus disciplinés. Mais son autorité à lui était silencieuse, enracinée, sans arrogance. Elle se laissa aller contre l'oreiller épuisée. Son esprit tournait à toute vitesse, tentant de reconstituer les événements, la dispute au téléphone, puis l'irruption des hommes, leur visage froid et déterminé. Ils n'étaient pas venus pour voler. Ils étaient venus pour elle. Et il n'y avait qu'un seul homme au monde avec les moyens et la cruauté nécessaires pour ordonner une telle attaque, celui dont les propositions refus, après refus, s'étaient changées en menaces. « Lysandre Boisnoir », murmura-t-elle, le nom lui brûlant les lèvres comme du poison.
Étienne, appuyé contre l'encadrement de la porte, hocha lentement la tête. Le nom ne lui disait rien, mais l'expression d'Olivia lui apprit tout ce qu'il devait savoir. Elle venait d'identifier le monstre dans l'ombre. « Il ne s'arrêtera pas », dit-elle, la peur revenant en vagues glacées. « Il ne va pas simplement me laisser disparaître. Il me traquera. Et qu'il chasse », répondit Étienne, sa voix grave et posée comme une ancre dans la tempête. « Il cherche une PDG. Il ne pensera jamais à la trouver dans l'appartement d'un agent d'entretien. » Olivia se réveilla au parfum familier de café et de bacon grillé. Pendant une seconde désorientée, elle crut être dans un hôtel illusion aussitôt brisé lorsqu'elle tenta de bouger. Une symphonie de douleur répondit, lui rappelant la vérité. Elle n'était pas dans un hôtel. Elle était dans l'appartement d'un concierge, une fugitive, dans sa propre ville. Elle se redressa lentement la tête, martelant un rythme sourd. La chemise à carreaux qu'elle avait vue sur Étienne la veille était posée sur une chaise, et au pied du lit, une paire de pantalons de survêtement gris et un t-shirt propre plié soigneusement. Des vêtements simples, mais une offrande pleine d'attention. Après s'être changée, elle suivit les sons d'activité tranquilles jusqu'au salon. La scène qui l'accueillit avait quelque chose d'irréel. Étienne, debout devant la petite cuisinière, retournait des crêpes d'un geste précis et détendu. À la table, Alice montrait patiemment à Harper comment dessiner un cheval, les sourcils froncés dans la concentration. Harper, absorbé, esquissait un sourire sincère, le premier depuis la veille. La lumière du matin filtrait à travers la grande fenêtre, faisant danser la poussière dans l'air et enveloppant la pièce d'une chaleur dorée. « Bonjour », dit Étienne sans se retourner. Il avait entendu ses pas. Bien sûr qu'il avait entendu. Cet homme semblait tout percevoir. « Il y a du café. Le petit déjeuner sera prêt dans 1 minute. » Olivia murmura un remerciement se sentant presque intruse. Elle se servit une tasse de café. La chaleur entre ses mains lui apporta un réconfort simple. Elle observa Étienne se mouvoir dans sa cuisine étroite avec la même efficacité silencieuse qu'au cœur du chaos. C'était un homme à l'aise dans son propre espace, dans sa propre peau. Il apporta une assiette de crêpes à table. « Comment vous sentez-vous »« Comme si un camion m'avait roulé dessus », répondit-elle franchement. « Mais mieux. Merci. » Son regard glissa vers les 2 fillettes. « Elle a l'air d'aller bien. » « Les enfants sont incroyablement résistants, » dit Étienne en s'asseyant face à elle. « Et Alice est une grande sœur formidable. » Un silence paisible s'installa pendant qu'ils mangeaient. Ce fut Olivia qui le rompit, la question brûlant sur ses lèvres. « Vous avez dit avoir une certaine formation. Ce que vous avez fait hier soir. » Étienne, ce n'était pas une certaine formation. Qui êtes-vous vraiment ? Étienne prit une gorgée lente de café, le regard perdu un instant. « Il y a longtemps, j'étais militaire. Force spéciale, infirmier de combat. J'ai passé 10 ans dans des endroits que la plupart des gens ne voient si tasse, voient qu'au journal télévisé. » L'aveu tomba dans le silence, comme une pierre dans l'eau, mais il expliquait tout le calme sous le feu, la précision tactique, la maîtrise médicale. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Pourquoi vous ?» demanda-t-elle, avant de s'interrompre, craignant de paraître indiscrète. « Ma femme Sarah », répondit Étienne, le regard glissant vers la photo posée sur la commode. « Un cancer. J'ai quitté l'armée, passé chaque minute possible auprès d'elle. Quand elle est partie, l'ancien travail n'avait plus de sens. Alice avait besoin d'un père, pas d'un fantôme, qui appelait 1 fois par mois depuis l'autre bout du monde. Alors j'ai choisi cette vie. C'est simple, calme. Je paie le loyer, je suis là pour la chercher à l'école tous les jours. C'est tout ce qui compte. » Sa déclaration, sans emphase, mais pleine de force, toucha quelque chose de profond chez Olivia. Sa propre vie n'était qu'une tempête permanente, réunions d'actionnaires, vols internationaux, négociations sans fin.
Elle avait des nounous, des chauffeurs, des professeurs particuliers, tout un personnel pour encadrer la vie de Harper parce qu'elle-même n'était presque jamais là. Et soudain, elle ressentit un pincement étrange, proche de l'envie pour la simplicité et la cohérence de la vie de cet homme. Elle lui parla alors de Lysandre Boisnoir, de sa poursuite implacable, de son ambition glaciale, de son refus absolu d'accepter un non. Elle expliqua comment son obsession était passée de tactiques hostiles à un acte de violence méthodique. Pendant qu'elle parlait, le visage d'Étienne resta fermé, mais sa mâchoire se crispa. « Il pense pouvoir vous briser, vous forcer à lui céder, » dit-il enfin. « C'est tout ce qu'il connaît, » répondit Olivia amère. « Prendre ce qu'il veut. » Après le petit déjeuner, Étienne alluma la télévision sur France 2, le volume au minimum, tandis que les filles jouaient lui et Olivia observait en silence. 20 minutes plus tard, le présentateur annonça une panne électrique majeure, survenue cette nuit à la tour Ellison, à la Défense, a entraîné une brève évacuation. Les autorités confirment que la situation est désormais maîtrisée. La société Ellison Industries n'a pas encore publié de communiqué. Un frisson glacé parcourut Olivia. Une panne électrique, une fuite de gaz. Lysandre était déjà en train de réécrire l'histoire, d'effacer l'attaque, d'enterrer la vérité sous des mensonges officiels. C'était une démonstration terrifiante de son pouvoir. « Il contrôle le récit, » murmura-t-elle. « Il fait en sorte que ce qui m'est arrivé n'ait jamais existé. » Comme pour lui répondre, le téléphone mural sonna un bruit brutal dans le calme de l'appartement. Étienne se figea. Il regarda l'appareil puis Olivia. Il ne s'en était pas servi depuis des mois. Il décrocha méfiant. « Allô ?» Un bref silence, juste assez long pour être inquiétant. Puis une voix lisse froide. « Bonjour, je cherche un certain Monsieur Henderson. » « Non, vous devez vous tromper, » répondit-il d'un ton égal. « Toutes mes excuses, » dit la voix avant de raccrocher. Étienne reposa lentement le combiné. Il n'eut pas besoin d'expliquer, Olivia comprit. C'était un appel test, une sonde. Ils avaient là son nom dans les fichiers du personnel, son adresse, son numéro. Et maintenant, ils lancèrent le filet. Il s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le store. En face garée, le long du trottoir, une berline noire. Discrète, mais étrangère à ce quartier de famille modeste et d'artisans. 2 silhouettes à l'intérieur, visage invisible, intention claire. Ils observaient. Étienne recula. La sérénité de tout à l'heure avait disparu, remplacée par une concentration dure militaire. Le sanctuaire était compromis. Leur temps ici était terminé. « Ils nous ont retrouvés », dit Olivia d'une voix tremblante. « Ils ont retrouvé le concierge », corrigea Étienne, la voix basse dangereuse. « Ils n'ont aucune idée de qui ils affrontent. Pas encore. » Il jeta un regard vers les fillettes, toujours absorbées par leur jeu inconsciente des prédateurs dehors. « Préparez un sac. On part. » Il n'y eut ni débat ni panique. Étienne bougeait avec une urgence calme, à la fois terrifiante et rassurante. « Alice prend ton cartable, ton livre préféré, ton carnet de dessin et le pull le plus chaud que tu as. Rien d'autre. » Sa voix était douce, mais sans appel. Puis, se tournant vers Olivia, « Dans mon placard, il y a un petit sac de sport. Mets-y tout ce que tu peux trouver pour toi et Harper. 5 minutes. » Tandis qu'elle s'exécutait, Étienne sortit d'un tiroir un vieux téléphone prépayé reliquat d'une vie qu'il n'avait jamais totalement quittée. Il composa le numéro d'une pizzeria du quartier. « 2 grandes pizzas, s'il vous plaît. Adresse immeuble 14, 3e étage. Le livreur m'appelle depuis le hall quand il arrive. » Une diversion classique. Les hommes de la berline guetteraient à l'entrée principale, s'attendant à voir un livreur de pizza, pas une fuite par l'escalier de secours rouillé à l'arrière du bâtiment.
Sous son lit, il ouvrit un coffre métallique verrouillé et en sortit un sac en toile compact, son go-bag. 5 ans qu'il ne l'avait pas utilisé, mais il ne s'en était jamais séparé. À l'intérieur des billets, un couteau multifonction, une lampe tactique, un kit de filtration d'eau et une trousse médicale complète, bien plus fournie que celle du placard. Le voir, c'était comme revoir un fantôme. « Il est temps d'y aller », dit-il d'une voix calme. La fenêtre du fond donnait sur l'escalier de secours. En dessous, une ruelle grise et étroite, encombrée de poubelles débordantes. 3 étages à descendre par des marches métalliques étroites et branlantes. Leur fuite commençait. Harper gémit en voyant l'escalier de secours, branlant ses petites mains agrippées à la jambe d'Olivia. « Je peux pas », murmura-t-elle, secouant la tête. Olivia s'agenouilla, masquant sa propre peur sous un calme maternel féroce. « Si, ma chérie, tu peux. C'est un jeu, une mission secrète. On doit être des espions, ne pas se faire repérer par le méchant. » Étienne était déjà sur la plateforme, ses appuis sûrs sur le métal gémissant. Il se retourna et tendit les bras vers la fillette. « Je t'ai, » dit-il, la voix ferme, une promesse vivante. « Je ne te laisserai pas tomber. » Après un instant d'hésitation, Harper laissa sa mère la guider jusqu'au bras solide d'Étienne. Il la serra contre sa poitrine et entreprit la descente avec une grâce fluide, presque instinctive. Olivia lui tendit le sac de voyage, puis aida Alice qui faisait de son mieux pour rester courageuse à passer par la fenêtre. Olivia fut la dernière. Ses mouvements étaient maladroits à cause de ses blessures. Son cœur battait à tout rompre, mêlant douleur et adrénaline. Son pied glissa sur une tôle humide, mais la main d'Étienne la saisit aussitôt ferme comme l'acier. Leurs regards se croisèrent, une fraction de seconde, dans la pénombre de la ruelle, un instant suspendu, de peur de confiance et de reliance muette. Ils atteignirent le sol au moment exact où la sonnette du hall retentit, le livreur de pizza. Une diversion parfaite. Étienne les guida à travers un enchevêtrement de ruelles qu'il connaissait aussi bien que les couloirs de la tour Ellison. Chaque tournant les éloignait de la rue surveillée, les enfonçant un peu plus dans les artères anonymes de la ville. Ils montèrent dans un bus de nuit, 4 ombres silencieuses parmi les rares voyageurs, et descendirent 10 arrêts plus loin, se fondant dans un autre quartier. 1 heure plus tard, ils se tenaient devant un garage verrouillé couvert de graffitis. Étienne entra un code sur un vieux clavier et la porte se souleva dans un grondement métallique, révélant non pas une voiture, mais une moto poussiéreuse avec un sidecar. « Ce n'est pas l'idéal, » dit-il, anticipant la question d'Olivia. « Mais elle n'est pas enregistrée à mon nom et c'est la dernière chose qu'ils chercheront. » À sa surprise, Alice eut un sourire émerveillé. « Trop bien, papa. » Le trajet fut froid et bruyant. Étienne conduisait Olivia assise derrière lui, ses bras enroulés autour de sa taille, pour garder l'équilibre, un contact à la fois nécessaire et troublant. Les 2 fillettes blotties l'une contre l'autre dans le sidecar, sous une grosse couverture, gardèrent la tête basse contre le vent. Ils roulèrent 2 heures, quittant les lumières de Paris, pour grimper vers les montagnes sombres et couvertes de pins du Vercors. Enfin, ils bifurquèrent sur un long chemin de terre, le phare traçant un couloir solitaire à travers la forêt dense. Ils s'arrêtèrent devant une petite cabane rustique, à peine visible dans l'obscurité. « Le grand-père de ma femme a construit cet endroit », expliqua Étienne d'une voix adoucie. « On venait ici pour fuir le monde. » L'intérieur n'était qu'une seule grande pièce, une cheminée en pierre, une cuisine sommaire, une mezzanine pour dormir. L'endroit respirait la vie d'autrefois, des photos jaunies sur la cheminée, une pile de vieux jeux de société, un fauteuil à bascule taillé à la main. Tout le contraire du penthouse d'Olivia froid et minimaliste. Ici, chaque objet semblait chargé d'amour, pas seulement de bois. L'épuisement des dernières 24 heures les frappa tous en même temps.
Les fillettes usées par la peur et le voyage s'endormirent presque aussitôt dans les lits superposés du grenier. L'adrénaline quitta enfin le corps d'Olivia, laissant derrière elle une fatigue profonde jusqu'aux os. Elle resta debout devant la grande fenêtre fixant le mur noir et impénétrable de la forêt. Étienne vint se placer à ses côtés à une distance respectueuse. Le seul son était le crépitement apaisant du feu qu'il venait d'allumer. Ils étaient en sécurité pour l'instant, une petite île de chaleur et de lumière au milieu d'un océan de ténèbres. « On ne pourra pas fuir éternellement, Étienne, » dit-elle à voix basse. Sa phrase flotta dans l'air lourde et implicite. La peur s'était muée en une colère froide, tenace. Elle en avait fini d'être une victime. Que fait-on maintenant? Étienne suivit son regard vers l'obscurité du dehors. Sa question « Que fait-on maintenant ?» était à la fois un défi et un appel à l'aide. Pour la première fois depuis le début de leur fuite, il revit la femme d'affaires en elle. Non pas la dirigeante arrogante, mais l'esprit analytique, capable d'affronter la tempête. D'abord, dit-il, en se détournant de la fenêtre, sa voix redevenant celle d'un chef de mission, posée précise. On s'assure que l'endroit est sûr. Il passa l'heure suivante à inspecter la cabane, avec une minutie méthodique qui fascinait Olivia. Il vérifia la lourde porte en bois et l'unique fenêtre coinça une cale dans le cadre de l'échelle pour empêcher qu'on la fasse glisser de l'extérieur. Il fit le tour du périmètre disparaissant un moment dans les arbres avant de revenir. Une seule route d'accès visible depuis la fenêtre du grenier sur près d'1 kilomètre. Aucun voisin proche. La forêt est trop dense pour une approche discrète à pied. Pour l'instant, c'est un bon point de défense. Il n'était plus un concierge, ni seulement un père. Il était redevenu un protecteur scrutant son territoire. Il revint près de la cheminée où Olivia se tenait, les flammes éclairant ses traits, encore marqués par la peur. « À vous maintenant, » dit-il. « Parlez-moi de cet homme Lysandre Boisnoir. Pas du chef d'entreprise de l'homme. Quelles sont ses faiblesses ?» La question renversa subtilement leur dynamique. Il lui rendait le commandement dans son domaine à elle, son champ de bataille. Pendant l'heure qui suivit, Olivia déroula méthodiquement l'architecture de son ennemi. Lysandre est brillant, ambitieux et totalement dénué de morale, expliqua-t-elle en marchant devant la cheminée. Mais sa plus grande force est aussi sa faiblesse, son ego. C'est un narcissique. Il doit être vu comme un titan, un visionnaire. Son image publique, c'est toute sa vie. Il dépense des fortunes pour la façonner. Il achète la respectabilité, siège dans des associations caritatives, finance des ailes d'université. Tout n'est qu'une mise en scène. Alors, la seule chose qu'il ne peut pas se permettre, conclut Étienne, c'est un scandale public. Surtout pas un impliquant une agression et une tentative de mariage forcé, confirma-t-elle la voix dure. Si je pouvais prouver ce qu'il m'a fait, je pourrais le détruire. Mais pour l'instant, ce n'est que ma parole contre la sienne. Et ma parole vient d'un fantôme qu'il a déjà effacé. Ils avaient besoin d'un allié. Quelqu'un de l'extérieur incorruptible et totalement loyal. Pas mon avocat d'entreprise, dit Olivia, trop exposé. Ni mon chef de la sécurité, son équipe pourrait avoir une faille. Elle s'arrêta soudain. Anselm Crowe. C'était l'avocat de mon père, mon mentor. Il est à la retraite maintenant, vit aussi dans les montagnes. 75 ans encore, vif comme une lame. Il méprise les hommes comme Lysandre. C'est le seul à qui je confierais ma vie. Le problème, c'était de le contacter. Étienne prit le go-bag et en sortit un téléphone jetable. On n'a qu'une chance. On n'appelle pas plus de 30 secondes. Après, ce téléphone devient un presse-papier. S'ils tentent une localisation, ils n'auront qu'un signal à 10 mètres d'ici. Le temps qu'ils réagissent, on sera déjà des fantômes.
Tandis qu'il préparait l'appareil, Olivia posa les yeux sur la cheminée. Elle prit le cadre qu'elle avait remarqué plus tôt. Une photo d'un Étienne plus jeune, en simple t-shirt le bras, autour d'une femme au sourire lumineux. Alice encore bébé perché sur ses épaules. Tous riaient. Le cliché respirait la joie simple, l'amour sincère. « Votre femme ?» demanda-t-elle doucement. Étienne regarda la photo. Les lignes dures de son visage s'adoucirent. « Sarah, on faisait une randonnée près d'ici. »« Elle est magnifique » souffla Olivia, la gorge serrée. Elle sentait qu'elle entrait sur un territoire sacré. Ce lieu était leur havre chargé d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Le contraste avec sa propre vie, un mariage arrangé, un divorce froid, et aujourd'hui, la terreur d'un prédateur lui serra la poitrine. « Elle l'était », dit-il simplement. Et dans ce mot, l'été résonnait tout un monde de douleurs contenues. Un vertige la prit alors sa commotion, choisissant ce moment pour la frapper. Étienne fut aussitôt à ses côtés, sa main ferme sur son bras, la guidant vers le fauteuil à bascule. « Vous devez vous reposer, Olivia. Vous tirez trop sur la corde. »« Je n'ai pas le temps, » protesta-t-elle même si son corps la trahissait déjà. Il s'accroupit devant elle, son regard ancré dans le sien. « Vous ne servirez à rien à Harper si vous tombez. » Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle au-delà du soldat et du père. Elle vit l'homme celui qui connaissait la perte et refusait de la revivre. Sa main sur son bras n'était ni possessive, ni hésitante, mais ancrée humaine. Ce simple geste contenait plus de chaleur que toutes les flatteries du monde. Troublée, elle hocha lentement la tête. « Vous avez raison. » Ils passèrent à l'action. Étienne composa le numéro qu'elle dicta de mémoire. 3 tonalités, puis une voix grave répondit. Anselme Crowe à l'appareil. Anselme, c'est Olivia. Un souffle d'incrédulité se fit entendre. Olivia. Mon Dieu, on dit que vous êtes en congé injoignable. Je savais que c'était faux. Vous allez bien? En sécurité pour l'instant, dit-elle vite, voyant le geste d'Étienne lui ordonnant de faire court. Écoutez-moi, c'est Lysandre Boisnoir. Il a envoyé des hommes. J'ai ma fille avec moi, nous sommes cachés. J'ai besoin que vous commenciez à fouiller. Discrètement. Examinez ces sociétés écrans, ces importations, tout ce qui paraît suspect. Il cache quelque chose. Trouvez-le. Considérez que c'est fait. Où êtes-vous? Comment puis-je? Vous ne pouvez pas encore. Ne cherchez pas à me joindre, ce serait dangereux. Je vous recontacterai dans 2 jours même heure. Faites attention à vous, Olivia, dit la voix grave. Je le ferai. Elle fit un signe à Étienne. Il coupa la communication, nettoya le dos du téléphone, brisa la carte SIM en 2, puis le téléphone lui-même avant de jeter les morceaux dans le feu. Le plastique fondit, sifflant doucement. Leur seul lien avec le monde venait de disparaître. Un silence retomba, mais un silence chargé de sens. Ils venaient de franchir une ligne. Ils avaient commencé à riposter. Olivia leva les yeux vers Étienne, le feu projetant sur son visage des reflets d'ambre et d'acier. « Merci », dit-elle simplement les mots lourds d'une gratitude plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. Il se contenta d'un hochement de tête fixant les flammes. Mais bientôt, un son lointain troubla la quiétude du chalet. Faible d'abord, puis grandissant, « thump, thump, thump ». Étienne se redressa d'un bond, son corps soudain tendu, le regard rivé vers la fenêtre. Le bruit, il le connaissait trop bien. C'était celui d'un hélicoptère volant bas et vite ratissant la montagne, et il venait droit sur eux. Le battement sourd et régulier des pales de l'hélicoptère passa d'un simple écho lointain à un rugissement assourdissant qui fit trembler les poutres du chalet. L'espoir s'éteignit en un instant, remplacé par le goût métallique et glacial de la peur.
Éteins le feu, lança Étienne, sa voix tranchante comme une lame dans le vacarme. Il attrapa le seau d'eau près de la cheminée, prévu pour les braises, et le vida sur les flammes joyeuses. Le feu siffla violemment, projetant une épaisse fumée âcre, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Les seules lueurs venaient des braises rougeoyantes mourantes. Olivia prend les filles, garde-les au centre, loin des fenêtres. Olivia n'hésita pas. Elle grimpa l'échelle du grenier où le vacarme avait déjà réveillé les enfants. Alice s'était redressée d'un bond, les yeux écarquillés, tandis que Harper s'était recroquevillé, gémissant. Olivia les prit toutes deux dans ses bras boucliers vivants et les guida vers le rez-de-chaussée, le cœur battant à rompre sa poitrine. « Que se passe-t-il » demanda Alice d'une voix tremblante. « C'est juste un avion très bruyant, ma chérie. Il va s'en aller dans 1 minute, » mentit Olivia, la voix étonnamment calme. Étienne Silhouette, mouvante dans la pâle lumière de lune, filtrant à travers les vitres, tira les lourds rideaux, les enfermant dans une obscurité presque totale. L'hélicoptère était au-dessus d'eux, maintenant son grondement résonnant comme un poing géant frappant le toit. Puis une lumière blanche éclata à travers la nuit, un projecteur. Il balaya la cime des arbres, transformant la forêt familière en un paysage spectral, tranché entre ombre et éclats aveuglants. Étienne les fit tous s'allonger au sol, couvrant la tête des filles de son corps. Olivia se blottit contre eux, le bras jeté sur sa fille, retenant son souffle. Le faisceau passa sur le chalet, effleurant un interstice des rideaux et traçant une bande de lumière aveuglante sur le plancher avant de s'éloigner. Le bruit était assourdissant, les vibrations faisaient teinter la vaisselle dans les placards. Ils étaient chassés du ciel. C'était ça, le pouvoir de Lysandre Boisnoir, la démesure. Un homme assez riche pour lancer un hélicoptère privé à la recherche de 2 femmes et 2 enfants, au cœur de la montagne, comme s'il s'agissait d'un jeu. Pendant ce qui sembla une éternité, l'hélicoptère tourna sa lumière, fouillant méthodiquement les environs. Olivia sentait Harper trembler convulsivement sous elle. Elle ferma les yeux, priant pour la première fois depuis des années, pour que la lumière s'éloigne, que le bruit cesse, pour que le concierge devenu leur seul espoir les sauve encore une fois. Puis lentement, le vacarme se dissipa. Le battement se fit plus faible, jusqu'à n'être plus qu'un pouls lointain, englouti enfin par le silence de la forêt. Le calme revenu pesait plus lourd encore. « Ils sont partis » murmura Alice, coincée sous le bras de son père. Étienne ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile à l'écoute. Enfin, il relâcha sa tension sans jamais vraiment se détendre. Pour l'instant, oui. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, écartant à peine le rideau. La forêt avait retrouvé son obscurité calme. L'appel téléphonique, souffla Olivia, la culpabilité lui tombant dessus comme une pierre. Il a tracé l'appel. Mon Dieu, Étienne, je suis tellement désolé. J'ai permis qu'il nous retrouve. Stop, dit-il, sa voix ferme, mais douce en se tournant vers elle. On savait que c'était un risque. C'était un pari nécessaire. On a juste sous-estimé ses moyens. Il eut un sourire sans joie. Son équipe technique est meilleure que je ne pensais. Il s'agenouilla devant les filles, qui s'accrochaient encore à Olivia. « La partie est finie pour ce soir, » murmura-t-il. « Vous avez été de formidables espionnes, très courageuses. » Ces mots semblèrent apaiser les fillettes. Leurs tremblements cessèrent peu à peu. Étienne leva les yeux vers Olivia, un message clair dans son regard. « Les enfants d'abord. On paniquera après. » Ensemble, ils ramenèrent les filles dans la mezzanine, les bordant sous une pile de lourdes couvertures. Étienne resta auprès d'elles, quelques minutes, sa voix grave et posée, leur contant une histoire simple, celle d'un renard rusé qui déjoue une meute de loups.
Olivia l'observait depuis le bas de l'échelle, le cœur serré par un mélange de reconnaissance, de peur et d'une admiration croissante qu'elle n'osait pas nommer. Il n'était plus seulement leur protecteur, il était leur ancre. Quand il fut sûr qu'elle dormait, il redescendit. Les dernières braises du feu projetaient des ombres mouvantes sur les murs. « J'ai eu tellement peur », avoua Olivia d'une voix à peine audible. « Pas pour moi. Quand la lumière est passée par la fenêtre, je n'ai pensé qu'à Harper. »« Je sais, » répondit-il, sa voix chargée d'une compréhension profonde. « C'est tout ce qui compte. » Il jeta un regard vers le grenier où sa propre fille dormait. C'est tout ce qui a jamais compté. Dans ce silence partagé, la distance entre eux sembla se dissoudre. Ils n'étaient en plus une PDG et un concierge. Seulement deux parents unis par la même peur, la même rage silencieuse et le même instinct, protéger leurs enfants. « Il faut bouger, » dit-elle finalement. « On ne peut pas rester ici. » « Non, acquiesça-t-il. Cet hélicoptère, c'était un éclaireur, un chasseur. Le terrain viendra ensuite. Ils attendront peut-être l'aube pour approcher. » Une brève illusion de répit passa entre eux fragile suspendue. Mais ils savaient tous deux que la chasse n'était pas terminée. Il leur restait quelques heures peut-être. « Alors, on part maintenant ?» demanda Olivia à voix basse. Dans l'obscurité, Étienne allait répondre quand sa tête se tourna brusquement vers la fenêtre. Son corps se figea tendu comme un arc. Il leva une main pour lui ordonner le silence. Il avait entendu quelque chose. Olivia retint son souffle. D'abord, elle ne perçut que le murmure du vent dans les pins. Puis elle l'entendit à son tour, un craquement régulier, celui de pneus roulant sur le gravier du long chemin de terre. Un grondement de moteur bas contenu qui se rapprochait. Étienne se glissa jusqu'à la fenêtre, son ombre se fondant dans celle du chalet. Il écarta doucement le rideau, observa longuement, puis se recula le visage fermé, sculpté dans la lumière blafarde de la lune. « Trop tard », dit-il dans un murmure dangereux. Ils n'attendent pas l'aube. Ses yeux croisèrent les siens. C'étaient les yeux du soldat qu'elle avait vu dans son bureau, pas ceux du concierge. Un homme prêt à livrer un combat qu'il n'avait jamais cherché, mais qu'il ne fuirait pas. Ils sont là. La finalité dans sa voix ne laissait aucun doute. Il n'y aurait pas de fuite. Le combat était venu à eux. Olivia, le grenier maintenant. Sa voix basse mais coupante traversa la panique montante. « Prends les filles, mets-toi dans le coin du fond, reste à terre, ne fais aucun bruit. » Olivia obéit sans réfléchir, poussant les deux enfants terrorisés vers l'échelle. Pendant ce temps, Étienne bougeait avec une précision glaciale. Il fit glisser devant la porte la plus lourde pièce du chalet, un grand coffre en chêne massif, non seulement pour la bloquer, mais pour créer un goulet d'étranglement. Il se dirigea ensuite vers la cheminée en pierre. Ses doigts cherchèrent une pierre branlante. Dans le conduit, la dégagèrent, et de la cavité noire, il tira un long objet enveloppé dans une toile de toile cirée. Il la déroula lentement sur le sol, un fusil de chasse à verrou ancien, mais bien entretenu, accompagné d'une petite boîte de cartouches. C'était celui de son beau-père. Il en avait gardé le soin et le réflexe. Ce n'était pas le M4 de son service militaire, mais c'était une arme, une réponse. Il chargea une balle. Clac, clac. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Dehors, deux véhicules s'arrêtèrent dans le gravier. Leurs phares balayèrent les rideaux avant de s'éteindre, replongeant la pièce dans l'obscurité. Des portières claquèrent. Des voix étouffées portèrent dans la nuit. Ils encerclèrent la maison. Étienne prit position près de la fenêtre, utilisant une fente du rideau comme viseur. Il compta 4 hommes se déplaçant avec une précision professionnelle, couvrant l'avant et les flancs du chalet. Pas les brutes de la tour Ellison, non. Ceux-ci étaient les mieux entraînés précis, sur 2.
Lysandre avait envoyé son équipe d'élite. Du grenier. Olivia observait les bras serrés autour des filles blotties entre elle et le mur. Elle voyait à peine le sommet de la tête d'Étienne, la manière dont il tenait le fusil immobile sûr. C'était à la fois terrifiant et étrangement rassurant. Il n'était plus un concierge jouant au héros. C'était un soldat, et ici, il était chez lui. Puis une voix perça la nuit amplifiée par un mégaphone, calme, raisonné et glacial. Olivia Ellison ici, l'agent Slate. Nous savons que vous êtes à l'intérieur. Nous savons que le concierge et les 2 enfants sont avec vous. Monsieur Boisnoir est un homme raisonnable. Il veut votre retour sans blessure. Il n'est pas nécessaire que les choses tournent mal. Livrez-nous le concierge et nous pourrons discuter des conditions de votre retour. La voix était un poison doux, un mensonge en costume de courtoisie, conçu pour semer la division, pour la retourner contre Étienne, pour en faire l'obstacle à une soi-disant paix. « Ne l'écoute pas », murmura-t-elle, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Il ment. Étienne ne bougea pas. Il observait respirant lentement la joue contre la crosse. Il comptait, il évaluait, il attendait. La voix reprit plus froide encore. « Carter, nous connaissons votre nom. Nous savons pour votre fille Alice. Ne soyez pas stupide. Vous n'êtes qu'un concierge dépassé par les événements. Ce n'est pas votre combat. Sortez les mains en l'air avant qu'elle ne soit blessée, à cause de vous. » La menace contre sa fille fut l'erreur fatale. Elle balaya les dernières traces du calme homme qu'il s'efforçait d'être, ne laissant que le noyau brut impitoyable du rangeur. Il avait bâti toute son existence autour d'une seule mission, protéger cet enfant. Et ces hommes venèrent de franchir la ligne. Il vit l'un d'eux quitter sa couverture, se dirigeant vers le côté du chalet, vers la citerne de propane qui alimentait la cuisinière. C'était le mouvement qu'il attendait. Il ajusta légèrement sa visée. Son souffle se fit plus lent, plus profond. Il ne visait pas l'homme. Il visait le véhicule derrière lui. Il expira doucement et pressa la détente. Le fusil tonna dans la cabine un fracas assourdissant. Dehors, un bruit métallique retentit, suivi du fracas d'un pneu éclaté et de vitres brisées. L'homme se jeta à couvert en jurant. Le message était clair. Pas de reddition, pas de négociation. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un siège. Et l'homme à l'intérieur n'était plus un concierge. Un silence tendu s'abattit après le coup de feu. Depuis le grenier, Olivia regardait. Étienne n'avait pas bougé d'1 millimètre. Il rechargeait calmement d'un geste fluide mécanique. Il éjecta la douille, en glissa une autre, verrouilla la culasse. Puis il leva les yeux. Dans la lueur ténue, leurs regards se croisèrent. Et sans un mot, tout fut dit « Je suis là. Je ne fuis pas. Protège les enfants. » Elle lui adressa un hochement de tête ferme. « On est prêt. » Ils n'étaient plus que 4 âmes unies par la même lutte désespérée, protéger leur famille, survivre à la nuit. Dehors, les hommes se turent longuement. Ils savaient qu'ils faisaient en face à quelqu'un de formé de dangereux, un homme qu'on ne pouvait intimider. Leur approche allait changer. Étienne balaya la pièce du regard, ses yeux habitués à l'obscurité. Il réfléchissait, préparait son prochain mouvement lorsqu'une odeur nouvelle ténue au début vint lui piquer les narines. Une odeur chimique âcre tranchant avec celle du pain et du bois brûlé. Il s'approcha de la porte d'entrée, se pencha, huma le mince filet d'air passant sous la fente. L'odeur s'intensifia. Essence. Il releva lentement la tête. Son regard croisa celui d'Olivia et la réalisation les frappa tous deux en même temps. Il n'y aurait pas de négociation. Ils n'étaient là pas venus la reprendre vivante. Ils allèrent les brûler vifs. Une voix monta de la nuit, la même qu'au téléphone. Pas de mégaphone cette fois, juste un cri froid presque décontracté. « Dernière chance, Carter. Sors ou on te fait sortir par le feu. »
L'odeur d'essence emplissait maintenant la cabane. La trappe se refermait. Aucune issue par la porte, aucune par les fenêtres. Pendant un bref instant, Olivia sentit la panique pure, cette certitude glaçante qu'ils allaient mourir ici, dans ce refuge chargé de souvenirs. Tout cela à cause d'elle. Mais Étienne ne connaissait pas le désespoir. Il ne travaillait qu'en solution. Ses yeux passèrent la pièce, cherchant non pas une fuite, mais une faille que l'ennemi n'aurait pas prévue. Son regard s'arrêta sur le grand tapis circulaire en peau d'ours au centre de la pièce. La cave, souffla-t-il, la voix tendue d'urgence. Il envoya valser le tapis du pied, révélant un anneau de fer incrusté dans le plancher. Il y glissa ses doigts et tira de toutes ses forces. Les vieilles planches gémirent, avant de se soulever, découvrant un trou béant, une échelle en bois plongeant dans le noir. L'air qui en remontait sentait la terre humide et la pierre froide. « Vas-y », ordonna-t-il. « Prends les filles. Il y a une trappe de tempête au fond. Elle ressort derrière le tas de bois. Vite !» Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Un fracas de verre éclata depuis la fenêtre principale. Une bouteille en feu. Un cocktail Molotov traversa la pièce et explosa contre la cheminée. Les flammes bondirent aussitôt, dévorant le bois sec des murs. La chaleur fut instantanée, suffocante. La fumée emplissait déjà la pièce. Les enfants hurlaient leur peur brute, sans filtre. Olivia, portée par l'instinct maternel, les saisit toutes deux. « Ça va, mes chéris, on va descendre par le toboggan secret !» cria-t-elle à travers le rugissement du feu. Alice, confiante dans son père, s'engagea la première sur l'échelle sans hésitation. Mais Harper, paralysé, resta figé devant l'incendie grandissant. « Harper, maintenant !» hurla Olivia. Étienne bondit, attrapa la petite et la glissa presque de force dans les bras d'Olivia, déjà engagée dans la trappe. « Emmène-la !» rugit-il. Puis il attrapa le coffre de chêne qu'il avait utilisé pour bloquer la porte, le traîna d'un effort surhumain et le fit glisser au-dessus de l'ouverture du plancher juste avant que la façade entière du chalet ne s'embrase. Quelques précieuses secondes de répit, un bouclier de bois entre eux et l'enfer. Dans la cave, l'obscurité était totale. Olivia, tenant une Harper hystérique, descendit l'échelle branlante. Ses pieds nus rencontrèrent la terre froide et humide. Alice l'attendait déjà, silhouette courageuse dans le noir. « Papa !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Je suis juste derrière toi !» répondit Étienne, avant de tirer la trappe depuis dessous, les enfermant dans une nuit absolue. Le rugissement du feu au-dessus d'eux ressemblait à la respiration d'un monstre. La chaleur commençait à traverser les planches. Le faisceau de la lampe d'Étienne fendit l'obscurité. « Par ici, restez près de moi. » Ils avancèrent à travers le vieux cellier à légumes, étroit et moisi. Au-dessus d'eux, les cris des hommes et le crépitement du bois en feu formaient une symphonie infernale. Au bout du couloir souterrain, une lourde porte en bois penchait contre la terre. Étienne posa l'épaule et poussa. Un jaillissement de feuilles mortes, un souffle d'air glacé. Ils étaient dehors. La nuit brillait du brasier du chalet, une immense torche funéraire, un spectacle de mort et de ruse. Les silhouettes des assaillants se découpaient devant les flammes, toutes tournées vers la façade en feu, attendant que leur proie sorte. Ils ignoraient que celle-ci s'était déjà évanouie dans la forêt. « On bouge maintenant », murmura Étienne, tirant Olivia par la main. « Ne regarde pas en arrière. Suis-moi. » Alors commença leur fuite à travers la nuit. Étienne ouvrait la marche portant Harper, endormi d'épuisement contre lui. Olivia serrait la main d'Alice, chaque pas ravivant la douleur de ses côtes meurtries et la brûlure de la fumée dans ses poumons. Ils avançaient sans un mot, Étienne naviguant à travers les rochers et les pins comme un spectre guidé par un instinct animal. Il connaissait la montagne,
il en faisait partie. 1 heure plus tard, ils s'effondrèrent dans un ravin tapissé de mousse cachée à la vue. Au-dessus d'eux, le ciel restait teinté du rouge lointain de l'incendie, un brasier mourant témoin silencieux de ce qu'ils laissaient derrière eux. Ils étaient seuls, cernés par le silence immense et indifférent des montagnes. Le corps d'Olivia céda enfin. La force qui l'avait portée jusque-là s'évapora, et des tremblements profonds, incontrôlables, la secouèrent, le contre-coup du choc de la peur de l'épuisement. « On n'y arrivera pas », sanglota-t-elle, les mots arrachés d'elle, comme une déchirure. « Ils vont nous retrouver. On n'a rien ici. » Étienne glissa le long de la paroi du ravin pour s'asseoir à côté d'elle. Sans un mot, il ôta sa veste de toile épaisse et la posa sur ses épaules tremblantes. Il ne tenta pas de la rassurer par des phrases creuses ou des promesses impossibles. « Si on va y arriver », dit-il la voix rauque mais ferme. Il lui prit doucement la main, ses doigts calleux entrelaçant les siens. « J'ai connu pire, Olivia. J'ai eu plus froid, plus faim. Et on me tirait dessus. On va s'en sortir. Je te le promets. Je veille sur vous. Toutes les trois. » Elle leva les yeux vers lui. Son visage fatigué mais déterminé était baigné d'une lueur pâle de lune. Les frontières de classe et de monde jadis infranchissables s'étaient consumées dans le feu du chalet. Il ne restait plus que ça, 2 êtres, 2 familles soudées dans la survie. Dans son regard, elle vit plus qu'une promesse de soldat, elle y vit un serment d'homme. Ses tremblements cessèrent peu à peu, remplacés par une chaleur fragile, timide qui n'avait rien à voir avec la veste. Elle serra sa main simplement. « J'ai confiance en toi. » Ils ne se reposèrent que quelques minutes. Le froid mordant de la montagne s'épaississait un vent humide annonçant la pluie. Quand Étienne souleva doucement Harper pour repartir, la fillette toussa faiblement. Puis encore. Olivia sentit son cœur se glacer. Elle posa la main sur le front de sa fille. Trop chaud. Beaucoup trop chaud. La fumée, la peur, le froid, c'était trop pour ce petit corps. Ils avaient échappé au feu et aux armes, mais à présent, un ennemi plus implacable les guettait la maladie. Harper tombait malade et leur course pour la survie devenait une course contre le temps. La lutte contre la montagne fut un calvaire. Chaque pas était une épreuve. Les quintes de toux de Harper devenaient plus profondes, plus humides, lacérant le cœur d'Olivia. Étienne avançait sans s'arrêter, la petite dans ses bras, son pas rythmé par la volonté pure et l'instinct du survivant. Ces années de ranger prenaient le relais de la fatigue, le maintenant debout, alors que tout autre homme se serait effondré. Il se guidait aux étoiles et au relief, son corps lisant la terre comme une carte. Derrière lui, Olivia suivait tenant la main d'Alice, sa main son ancre. La fillette ne se plaignait pas à ses petites jambes, trottant dans la nuit avec la même résolution tranquille que celle de son père. Elle n'était plus une enfant, mais le reflet silencieux de son courage. Alors qu'Olivia croyait ne plus pouvoir respirer, qu'elle sentait ses poumons se déchirer dans l'air glacé. Étienne s'arrêta brusquement. Devant eux, à travers les troncs noirs, se découpait une forme anguleuse contre le ciel un peu plus clair. Une cabane minuscule, avec une antenne radio tordue, pointant vers le vide, l'ancien poste de garde forestier. La porte gonflée par l'humidité résista, mais un coup d'épaule d'Étienne la fit céder dans un craquement de bois. L'air à l'intérieur était froid, saturé de poussière et de renfermé, mais c'était un abri. Du feu, haleta-t-il. C'était sa première priorité. Tandis qu'Olivia installait les filles sur une paillasse couverte de toile et les enveloppait des dernières couches de vêtements secs, Étienne s'affairait au vieux poêle en fonte. À l'aide de son couteau, il tailla du petit bois dans une bûche oubliée, puis fit jaillir une étincelle de son multi-outil. Une flamme naquit fragile, tremblante leur premier vrai espoir depuis des heures.
Quand la chaleur commença à se répandre, il se tourna vers Harper. Son visage était brûlant, sa respiration sifflante. Étienne ouvrit son go-bag et en sortit sa trousse médicale, un concentré d'efficacité, vestige de son ancienne vie. Il donna à Harper une dose d'aspirine pour faire baisser la fièvre et utilisa un petit inhalateur, celui qu'il gardait toujours pour les allergies d'Alice. Inhalation de fumée et début de pneumonie, dit-il d'une voix basse grave. Je peux la stabiliser quelques heures, pas plus. Il lui faut un vrai médecin, un hôpital. Leur unique chance reposait sur la radio. Un vieux modèle militaire à manivelle relié à une antenne branlante. Pendant qu'Olivia tenait la lampe, Étienne nettoya les bornes corrodées ses doigts précis, malgré la fatigue. 20 minutes de silence, brisés seulement par ses jurons étouffés et le crissement du métal. Puis un souffle de statique, un grésillement. Il y était parvenu. Il lui tendit le micro. Anselm Crowe. Personne d'autre. La voix d'Olivia tremblante, mais claire, fendit les parasites. Elle raconta tout l'attaque, l'incendie, la fuite, leur position dans le poste abandonné. Chaque mot était une arme, une déclaration de guerre. « Il a essayé de me tuer, Anselm », conclut-elle, la voix brisée de rage et d'épuisement. « Il a voulu tuer ma fille. Détruis-le. Tout ce qui la brûle-le jusqu'au dernier. » Un long silence suivit. Puis la voix d'Anselm revint métallique, glaciale, sans tremblement. Avec plaisir. Après l'appel, il ne restait plus rien à faire qu'attendre. Épuisés, ils se blottirent ensemble près du poêle qui diffusait une chaleur encore timide. Étienne passa un bras autour d'Olivia, la rapprochant elle et les deux filles endormies. Elle posa la tête sur son épaule, trouvant dans la dureté de ce corps un réconfort presque irréel, le seul repère encore solide dans un monde devenu fou. Le soldat, la PDG, le concierge, tout cela s'évanouit. Il ne restait que 2 personnes essayant de garder leur famille au chaud dans l'obscurité. L'aide arriva avec la première lumière grise de l'aube. Pas les hommes de Lysandre, mais les lumières rouges et bleues clignotantes de la police nationale menée par Anselm Crowe, lui-même l'air déterminé. Une équipe médicale héliportée emmena Harper stable mais faible vers l'hôpital le plus proche. Olivia restant juste à ses côtés. Les semaines suivantes furent un flou de séjours hospitaliers, de déclarations légales et de reportages médiatiques. L'attaque d'Anselm fut chirurgicale. Armé du témoignage d'Olivia et des preuves qu'Étienne avait préservées, il exposa Lysandre Boisnoir au monde entier. L'histoire de l'obsession monstrueuse du milliardaire devint un véritable feu médiatique. Face aux accusations fédérales pour tentative de meurtre-enlèvement et une douzaine d'autres crimes, l'empire Boisnoir bâti sur le mensonge s'effondra sous le poids de sa propre malveillance. 1 mois plus tard, par un après-midi clair et vif d'automne, Olivia était assise sur un banc de parc, regardant Harper et Alice se poursuivre dans un tas de feuilles mortes, leur rire résonnant dans l'air pur. Harper s'était complètement rétabli, et les 2 filles étaient désormais inséparables. Étienne s'assit à côté d'elle, lui tendant une tasse de café chaud. Il avait l'air différent, sans le poids du monde sur ses épaules. Les traits durs autour de ses yeux s'étaient adoucis. Il ressemblait simplement à un père regardant sa fille jouer. « On m'a donné l'autorisation de retourner travailler à la tour, » dit-il avec un léger sourire. « Je crois que je vais passer mon tour. » Olivia éclata de rire, un vrai rire sincère. Elle avait retrouvé sa vie, sa société, son pouvoir. Mais le feu avait aussi consumé quelque chose en elle, une ambition froide, un besoin de contrôle. Cela avait été remplacé par quelque chose de plus chaleureux de vrai. « Tant mieux, dit-elle, parce que j'ai une proposition pour toi. » Étienne haussa un sourcil. « Je t'ai déjà dit, Olivia, je ne veux pas ton argent ni un poste. »« Je sais, répondit-elle, son sourire doux.
Elle se tourna vers lui, le visage ouvert et vulnérable. Ce n'est pas le type de proposition auquel je pensais. Pendant des années, j'ai construit un empire. J'ai fusionné des entreprises, acquis des actifs. C'est ce que je fais, mais je m'y suis mal prise. Elle prit sa main, cette même main calleuse, qui l'avait tirée du feu, qui l'avait maintenue stable dans l'obscurité. Ce n'est pas un simple accord commercial, Étienne. C'est une fusion, un partenariat complet. 2 foyers monoparentaux, un total combiné de 2 petites filles formidables et 2 personnes qui se sont trouvées au milieu d'un cauchemar. Elle inspira profondément le cœur serré. « Épouse-moi. » Étienne la regarda véritablement choqué pour la première fois depuis leur rencontre. Il observa son visage sincère et plein d'espoir, puis leurs 2 filles qui se tenèrent maintenant par la main, une petite image parfaite de leur nouvelle famille recomposée. Un sourire lent se dessina sur son visage et atteignit ses yeux. « Olivia Ellison », dit-il, la voix pleine d'une chaleur qu'elle n'avait osé qu'imaginer. « Un partenariat complet est le seul accord que je serais prêt à accepter. » Il serra sa main, et ensemble, ils regardèrent en leurs enfants jouer. Les sons de leur rire étaient tout ce qui comptait. Ils avaient traversé le feu. Et de l'autre côté, de la manière la plus inattendue, ils avaient enfin retrouvé leur chemin vers la maison. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, un moment de paix, ou simplement une échappatoire au quotidien. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment le savoir dans les commentaires. Vous voyez, nous sommes en mission pour prouver que les histoires profondes et significatives ont encore leur place dans ce monde. En vous abonnant, c'est comme si vous nous disiez « Continuez ». En cliquant sur « J'aime », vous donnez un petit coup de pouce à l'histoire pour qu'elle atteigne la prochaine personne qui pourrait en avoir besoin. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand la prochaine histoire sera prête. De moi, à vous merci d'être ici.